passé une maîtrise sur l'espace et le temps chez Bergson. Ah oui. Il a été assez indulgent parce que bon, quand je la relis, c'est gentil la maîtrise, mais je suis pas tout à fait pas ce dont je suis le plus fier de. Et puis alors après, c'est-à-dire que j'ai quitté à la maîtrise la philosophie. Je me souviens, ça s'est passé dans l'appartement de Bruyères, la maîtrise avec Louis Vax, qui était le professeur de logique, oui, oui, et le spécialiste de la littérature fantastique. Louis Vax aussi, un excellent professeur, oui, mais et Bruyères, Vax m'avait dit, il l'a répété assez souvent, que c'est le seul génie qu'il ait rencontré dans sa vie. Et ça m'a été confirmé parce que, en préparant ce livre, Mécanisation de l'esprit, j'ai vu un livre d'un certain Jean-Pierre Dupuis, rapidement, qui était un polytechnicien, mais qui s'est intéressé aux sciences cognitives, et qui a écrit un livre sur les origines des sciences cognitives, dont, pour lui, ça part de la cybernétique. Et alors, on est rentré en communication, et il m'a demandé qu'est-ce que je faisais. Je lui ai dit, je prépare un livre sur la cybernétique et Bruyères. Et il m'a répondu, et là j'étais... Bruyères, ce génie méconnu. Et donc, il n'est pas le seul. Nous sommes quelques-uns à penser que Bruyères est effectivement vaut le détour. Vax disait que c'était probablement un des philosophes les plus importants, enfin parmi les plus importants du XXe siècle, pour son œuvre et pour ses caractérisait l'audace de sa pensée et la vision anticipatrice, ce qui le caractérise effectivement, et c'est peut-être la marque du génie, ça, la vision anticipatrice et l'audace de la pensée. Alors, donc j'ai eu 4 ans avec lui. J'ai des souvenirs de ces cours qui étaient préparés, qui étaient... Alors, donc Bruyères est un philosophe lorrain, nancéen même. Il est né à Plainfin, en 1902, Plainfin dans les Vosges. Et alors rapidement, il perd son père à l'âge de il a 2 mois. Donc il est repris par la famille de sa femme, qui est une famille alsacienne. Il va raconter ça dans ses souvenirs, qui s'appelle ma famille alsacienne et ma vallée vosgienne, et qu'il a écrit en 85, 2 ans avant sa mort. Il est mort en 87. Et donc il est pris, il est dans la fratrie Dur, puisque c'était la famille était alsacienne, il s'appelait Dur. Et alors, il va à l'école communale à Plainfin. À l'époque, l'ascenseur social marchait à peu près bien. Et donc, Bruyères est repéré par des instituteurs, on dit professeurs des écoles maintenant, et qui disent à sa mère, il faudrait qu'il continue au lycée à Épinal. Donc il devient pensionnaire à Épinal. Et pareil, à Épinal, les professeurs disent, mais il faut que vous prépariez les concours. Il faudrait que vous alliez à La Canale, le lycée La Canale, qui était à l'époque un des bons lycées qui préparait justement les concours. Et Bruyères passe les concours. Il est reçu premier à Normal Sup. Donc il rentre à Normal Sup. Il raconte son expérience de Normal Sup qui ne l'a pas du tout impressionné. Il prend plaisir à dire que Braunschweig, qui était le philosophe, connaissait rien de Bruyères, il avait rien compris de la relativité, d'Einstein, de la relativité. Il dit Georges Dumas faisait des cours de psychologie amusante, sans parler de Freud. Et puis, pardon, il égrène un certain nombre de... Durkheim faisait son cours de sociologie sans parler de Max Weber. Bon, enfin bref.
il les épingle à peu près tous, quoi. Il dit pas qu'il a perdu son temps, parce que là, à Normal, il va découvrir Antoine-Augustin Cournot, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je n'en ai pas parlé avec eux. Non. Et ben, mathématicien, philosophe, économiste, historien. Ruyère disait que Cournot était, il en parlait souvent dans ses cours, il citait Cournot, il avait lu, relu. Il disait que Cournot était la vérité du 19e siècle. Ah oui. Et il découvre par son compagnon de turne, Samuel Butler, l'écrivain anglais, qui venait d'être traduit par Valérie Larbaud chez Gallimard. Alors Samuel Butler, d'abord il y a l'utopie, et Rowan, l'anagramme de Nowhere. Il y a aussi Ainsi va Tuccia, qui est un roman d'éducation. Et puis La vie et l'habitude. Butler a pris position contre Darwin. C'est ce qui a intéressé Ruyère. Ça. Bon, il passe sa thèse en 1930. Une thèse qui s'appelle L'esquisse d'une philosophie de la structure, qu'il reniera plus ou moins ensuite, c'est-à-dire qu'elle n'apparaîtra jamais dans les livres écrits par l'auteur. Samuel Butler, oui. Il part d'un mécanisme radical dans sa thèse principale. La thèse complémentaire, alors j'en parle dans le livre sur la critique sociale, parce que pour moi c'est l'origine de la critique sociale chez Ruyère, c'est l'humanité de l'avenir selon Cournot, ce qui est assez surprenant de voir un jeune normalien, philosophe, prendre comme sujet l'humanité de l'avenir, mais il discute les thèses de Cournot. Et alors, il va évoluer depuis ce mécanisme radical où tout est dans l'espace-temps, en disant qu'à partir de 1934, il se rend compte que la réalité ne se réduit pas à ce qui est dans l'espace-temps. Et entre autres, ce que vous avez vu avec Bruno Guillemin, il va mettre en place une philosophie de la vie qui sera, comme il dit, à mi-chemin, qui évitera le vitalisme. Vous savez, le vitalisme, c'était la philosophie, l'élan vital, enfin toutes ces choses-là qui étaient philosophie du 19e et du 20e. Bergson est un peu dans le vitalisme. Il rejette d'ailleurs une partie, enfin le finalisme. Donc, vous savez, il veut trouver concevoir une philosophie de la vie qui soit entre le vitalisme et le mécanisme. C'est-à-dire qu'il dit il doit y avoir un moment intermédiaire où on peut parler de la vie sans tomber dans les explications d'élan vital, et puis sans réduire la vie à un ensemble de mécanismes. Donc voilà, alors en 1937, il écrit La conscience et le corps, qui est un livre pour les étudiants, que j'avais lu pendant l'université. Qui a été réédité dernièrement. Qui a été réédité chez Vrin. On peut le trouver. Oui. Alors la préface, je vous déconseille de commencer par la préface, parce que M. Fruteau de Laclos, il décolle, quoi. On se demande. Bon, il y a des petites choses intéressantes, mais il parle de la phénoménologie, des choses qui n'ont pas grand-chose à voir. On pouvait faire une préface un peu plus simple, à mon avis, parce que déjà, le livre de Ruyère même si Ruyère écrit dans un style il est clair, il faut quand même s'accrocher. Il repasse en vue toutes les théories de la conscience, il y a la psychophysique, enfin tout. Donc c'est un livre pour les étudiants, mais un livre déjà d'un certain niveau. Donc il publie ça. Alors en sortant de Normal,
Il est nommé à Saint-Brieuc très peu de temps. Et ensuite, il revient en Lorraine. Il est nommé prof à Poincaré. Et peu de temps avant la guerre, il est assistant à la fac de lettres, où il va enseigner jusqu'à sa retraite en 74, je crois, si je me souviens bien. Pardon. Il est mort en 87. Hein, 87, oui. Ça. Ouais. Et alors, il va donc commencer à enseigner, publier beaucoup d'articles avant-guerre. Il est fait prisonnier. Il est sur le front au nord de la Lorraine. Et puis ils attendent les Allemands qui sont venus par derrière. Et qui les ont donc... tout son régiment, ils sont tous prisonniers. Et il est conduit dans un off-flag, parce qu'il était officier. Normal sup, il avait fait les classes. Et donc, il est dans un off-flag, à la limite de l'Autriche et de l'Allemagne, où il se retrouve avec un certain nombre d'universitaires, et il décide de créer une université pour pas perdre trop de temps, parce que là, ils savent qu'ils vont être assez, ils savent pas combien de temps la guerre va durer, mais ils savent qu'ils sont pour un certain temps. Alors autant s'occuper utilement que de traîner dans les cours, surtout qu'en plus les hivers là-bas sont assez rigoureux. Il fait pas. Donc ils vont créer cette université, ils se réunissent tous. Alors c'est le mathématicien Jean Leray qui est nommé recteur de cette université, et puis il va rencontrer des biologistes, le plus connu étant Étienne Wolf, qui est un des pères de l'embryologie expérimentale en France, qui a été professeur d'embryologie expérimentale au Collège de France. Il a été reçu à l'Académie française, enfin il a été après administrateur du Collège de France. Donc il fait une belle carrière. Il y avait une estime, un respect réciproque entre Ruyère et Wolf. Un autre biologiste dont on a oublié le nom, c'est Lucien Moïse. Bon. Il y avait des psychologues, il y avait des historiens, enfin donc ils se réunissaient, ils faisaient des cours. Et quand Ruyère sort est libéré en 1945, il a dans ses valises le manuscrit d'un livre qui va s'appeler Éléments de psychobiologie, qui est le départ de sa réflexion sur la philosophie de la vie. Et avec l'idée de conscience, l'idée de... Et puis ensuite, il écrit 48-52, 2 livres sur les valeurs. Alors je reviendrai sur les valeurs parce que les positions sur la technique de Ruyère s'articulent justement entre sa philosophie sur la notion de valeur. La notion de valeur qui est assez originale chez Ruyère. Donc il écrit un petit livre en 48 qui s'appelle Le monde des valeurs. Et puis ensuite, en 52, un livre pour les étudiants, les théories de la valeur. Philosophie de la valeur. Philosophie de la valeur, c'est chez Armand Collin. Oui, c'est ça. Et puis, entre-temps, en 50, il écrit l'utopie, les utopies. Donc là, on est un petit peu en dehors de sa réflexion proprement philosophique. Quoique, le livre est intéressant, on peut le lire encore aujourd'hui. Il n'a pas perdu de son intérêt. En 52, il publie Néo-finalisme. Donc là, alors là, c'est le grand œuvre de Ruyère. Oui. On a fait un texte là-dessus. 52, hein, c'est ça. En 1952. Qui a été réédité aussi chez Evrin. Oui. En 1954, il publie La cybernétique et l'origine de l'information. Alors ça, c'est l'édition de 67. Il a réédité en poche en 67. C'est sorti en 68. C'est l'édition augmentée où il parle de l'informatique. Il y a tout un chapitre qui est cybernétique et informatique.
Ensuite, il écrit un livre sur l'origine des espèces, qui est en 58, donc qui est beaucoup plus axé sur la biologie. Et si je continue, vous avez après un livre qu'il paraît-il aimait beaucoup, Les paradoxes de la conscience, en 66. Ah oui, avant, si, il y a un livre que j'avais acheté pendant que j'étais à la fac, L'animal, l'homme et la fonction symbolique. Alors ça aussi, c'est un beau livre. Là, vous ne perdrez pas de temps à le lire. 69, les événements de mai 68, et Ruyère décide de réagir, c'est-à-dire d'aller contre les idées de mai 68. Il écrit, dans la collection de Raymond Aron, un éloge de la société de conservation. Alors le titre n'est pas de lui. C'est Raymond Aron qui a choisi ce titre en disant que c'était plus vendeur. Et Raymond Aron a eu raison parce que ce livre a commencé à faire connaître ce philosophe assez obscur de province. Qu'est-ce que c'est que ce philosophe qui va à contre-courant des idées à la mode, du structuralisme, enfin tout ce qui faisait mai 68. Ça l'a fait connaître plus que la gnose de Princeton. Ah non, la gnose, ça vient après, 74. Oui, Vax disait, avec la gnose de Princeton, il a frôlé par le grand public, mais il a frôlé le succès littéraire. Ah oui. L'éloge de la société de conservation, on n'en a pas quand même parlé parce que c'était, je dis, il prenait un contre-pied, contre-courant, tout ce qui se disait. Et d'ailleurs, il y a un numéro en 69, je crois qu'il y a un numéro spécial de la revue Esprit dédié au livre de Ruyère, des commentaires. Alors Jean-Marie Doménac qui critique le livre de Ruyère, il n'a rien compris hein, apparemment. Et puis, donc il faut un numéro spécial sur le livre. C'était quand même... ça a suscité un intérêt. Donc ça, on est en 68, en 69, 72, il publie un autre livre qui est intéressant, Les nuisances idéologiques, donc il est un peu dans le prolongement du premier, mais qui s'attaque plus à l'aspect les idéologies qui sont des nuisances, dit-il. Et alors en 74, il publie un livre qui s'appelle Les nourritures psychiques. Alors, tout ça, je parle dans ce livre parce que c'est pour moi le cœur de la critique sociale de Ruyère. Les nourritures psychiques étant un peu à part dans la critique sociale parce que c'est un concept qu'il invente de nutrition psychique. C'est oui, très, très original. Et il a mis 20 ans, je montre dans le livre, il a mis 20 ans pour élaborer ce concept. Alors en gros, rapidement, qu'est-ce que c'est qu'une nourriture psychique? Ruyère distingue, il y a trois types de nourriture. Il y a les nourritures matérielles, bon ça, pour alimenter le corps. Il y a les nourritures spirituelles. Et alors, il prend spirituel dans un sens assez large de ce qui alimente l'esprit, mais au niveau théorique. Si vous lisez un traité de physique, c'est de la nourriture spirituelle pour lui. Sans parler des textes religieux, mais on est dans le domaine spirituel, c'est-à-dire qu'on développe l'esprit. Et entre les deux, il y a ce qu'il appelle la nutrition psychique, des nourritures psychiques, qui s'adressent à l'esprit, mais pas à l'esprit en tant que cerveau qui va réfléchir aux théories, mais en tant que divertissement. Il dit que l'homme a besoin de cette partie. Nous ne sommes pas que des anges spirituels, ou des bêtes avec nos nourritures matérielles.
on est aussi psychique, c'est-à-dire on a besoin du contact avec les autres. Alors il donne plusieurs exemples. Le fait d'échanger les vœux chaque année, la politesse, donc, pardon, de se reconnaître, de manifester sa présence. Je suis là, tu es là. C'est de la nourriture psychique. Toute la décoration intérieure d'une maison. Par exemple, oui, oui. Ouais. Oui, tout ce qui vient alimenter. Les bibelots, Oui, des choses comme ça, oui. ça nourrit. Oui, 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 il est. Et par exemple, lui dit, il habitait boulevard Albert Ier, en face de la fac. Et il allait souvent, place Stanislas, prendre un café. Il s'installait à la terrasse, il regardait les gens passer. Et il dit, ça, c'est de la nourriture psychique. Ouais. Voir les autres. Et il donne un autre exemple que je trouve excellent aussi. C'est qu'il dit, vous pouvez lire tous les traités de botanique que vous voulez, vous allez être pointu, enfin vous allez connaître les choses en botanique, mais tout ça remplacera jamais une promenade en forêt. Ah oui. Donc ça, c'est de la nourriture psychique aussi. Donc, alors voilà un livre un peu intéressant qui fait partie de sa critique sociale, parce qu'il montre que, je vous dis, l'homme n'est ni ange ni bête, il y a un état intermédiaire. La publicité, on en a besoin. La publicité, Ah, oui, oui, oui. Ça fait partie des nourritures psychiques. Oui. Alors, quand elle est Oui, voilà. contrôlée, quand elle s'adresse quand même, elle ne s'adresse pas à des gens, aux consommateurs de base, quoi. Alors donc, il publie ces 3 livres dans la collection de Raymond Aron, Liberté de l'esprit. Et puis, en 1974, vient la gnose de Princeton. Alors, la gnose de Princeton, c'est un canular de Normalien. Enfin, beaucoup ont vu là-dedans le canular de Normalien, parce que cette gnose de Princeton n'existe pas. Ruyère n'a jamais mis les pieds aux États-Unis, mais il cite des auteurs, des physiciens, des biologistes américains, anglo-américains, tous ceux qu'il a lus depuis les années 30 et après. Et comme il est un petit peu déçu de voir que son système de pensée ne prend pas, les gens préfèrent lire Foucault, Derrida, enfin Deleuze. Et donc, il montre ça, cette histoire de gnose de Princeton, pour faire passer ses propres idées. D'où le malentendu, que j'explique aussi dans le livre, parce que beaucoup n'ont pas compris que la gnose de Princeton, il cherchait, alors, c'était pas vraiment de la vulgarisation, mais il cherchait à représenter toute sa pensée à travers des auteurs anglo-saxons, pour la plupart, des astrophysiciens, Donc il expose son système, mais c'est pas lui, il se cache derrière ces fameux gnostiques. Ce qui est une forme d'humilité, quelque part. Oui, aussi, oui. Ah, mais Ruyère était un homme simple, hein, c'était pas du tout. Il la ramenait pas, il prenait pas la posture du philosophe, celui qui se prend la tête. Et il y a beaucoup de philosophes qui nous ont habitués à ça. Hein. Attendez, je vais vous répondre. Je pense. D'ailleurs, Ruyère reprenait la phrase de Cournot. On ne fait pas de la philosophie en se prenant la tête à deux mains. Ah oui, donc, il disait ça. Il disait ça. Mais c'est dans Cournot, ça. Il a raison. Enfin bref, c'était... Il se prenait pas... Il se laissait pas prendre au jeu des mondanités, des choses comme ça. Il voyait tout de suite le côté superficiel, les modes philosophiques. Pour lui, ça n'avait aucun intérêt. Et donc, il écrit ça. Et alors, il y a une suite qui, pour moi, autant la gnose de Princeton, c'est un peu raccord entre sa philosophie et puis sa critique sociale, mais la suite de la gnose de Princeton, en 1977, c'est les 100 prochains siècles. Et alors, dans le livre, là, je dis que les 100 prochains siècles, Ruyère boucle la boucle. Il a commencé, jeune philosophe, à travailler sur
l'humanité de l'avenir selon Cournot, Ah oui, d'accord. et les 100 prochains siècles, c'est l'humanité de l'avenir selon Bruyère. Ah oui. Donc, un livre très intéressant où là, il repose pas mal de questions donc de critique sociale, où il montre que les sociétés sont des édifices assez fragiles et qu'on peut très facilement détruire le tissu social et que comment faire en sorte de maintenir ce tissu social, faire en sorte que les relations, et puis alors aujourd'hui on est en plein dedans, eh bien il dit que souvent ce sont les peuples, alors il fait la distinction entre les peuples longs vivants et les peuples courts vivants. Le peuple court vivant, c'est assez simple, c'est des gens qui vivent dans le court terme, qui ne pensent pas à l'avenir, qui pensent au profit immédiat, au succès immédiat, d'où l'inflexion par rapport au libéralisme qu'il y a dans les 2 premiers livres, c'est-à-dire qu'il se rend compte aussi que la pensée libérale a des aspects de court-termisme, il dit, à court terme. Donc on ne pense pas le long terme. Donc ça c'est le premier point. Alors il dit que précisément la civilisation, qui est une bonne chose en soi, mais nous a affaiblis. Nous avons perdu un peu d'élan vital, un peu de dynamisme, on s'habitue au confort, on s'habitue à des choses comme ça, et que les peuples qui, comme il dit, on franchit pas le temps, les siècles, par hasard. C'est-à-dire qu'il faut cette énergie, cette volonté de passer. Et il dit alors justement la civilisation nous empêche certains, et beaucoup, de penser à tout ça. On préfère se reposer dans notre confort. Et alors c'est là qu'il dit que les civilisations qui durent, il faut qu'elles soient un petit peu bêtes. Faut pas que ça soit hyper sophistiqué comme des intelligences. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point qui est intéressant, on pourrait parler, j'en parle dans la mécanisation de l'esprit, c'est que l'homme n'est pas domesticable. Alors ça nous donne un petit peu d'espoir. Malgré tout ce qui va contre cette idée-là. Alors pour quelle raison ? L'homme n'est pas domesticable parce que pour domestiquer l'homme, il faudrait que ça soit un surhomme, une espèce supérieure, comme l'homme a domestiqué les animaux. Nous avons pu domestiquer les animaux parce que nous avions les animaux à notre main, et il sera difficile de domestiquer l'homme. Il y aura toujours des îlots de résistance, des gens qui n'accepteront pas ce qu'on fait. Alors tout ça peut nous sembler, avec l'histoire du Covid, où on a vu des populations moutonnières. Alors je dirais, oui, mais enfin là, il exagère, Bruyère. Enfin, il n'est pas... finalement, non, il y a quand même eu des résistances à ces décisions. La décision des gouvernants, presque tous sont tombés dans les aberrations qu'on a connues. Et donc, Bruyère dit, l'homme n'est pas domesticable, c'est ce qui peut nous donner un peu d'espoir dans l'avenir. Alors ça c'est dans les 100 prochains siècles, où il critique aussi la notion marxiste et toutes les notions un peu de l'histoire qui serait sur une ligne. Donc il remet en cause la notion de progrès. En 1958, il avait écrit dans la revue de métaphysique et de morale un article très fort sur les limites de la notion de progrès. Les limites humaines, non, je sais pas là, de la notion de progrès. Et... Ah si, il doit l'avoir là.
il montre que le progrès humain, alors déjà, le progrès dans le développement des sciences, et c'est intéressant de voir que par rapport au XXe siècle, on a fait des découvertes scientifiques, mais on n'a plus les grandes découvertes comme bon, la physique quantique, la relativité du début du XXe siècle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on cherche encore à essayer d'unifier la physique quantique et la relativité, et personne n'a... Alors tout le monde, chaque année, on dit ça sera le prix Nobel, celui qui trouvera le lien entre les deux a le prix Nobel de physique assuré, mais enfin jusqu'à présent, on ne l'a pas. On n'a pas des Einstein ou des Max Planck tous les siècles. Hein. Et donc, d'où limite du progrès humain. Et il termine en disant, alors là aussi c'est un phénomène, enfin, une lueur d'espoir chez Bruyère, parce que son livre a été lu aux États-Unis, son article, pardon, sur les limites du progrès humain, donc, par un philosophe des sciences, Giorgio di Santayana, qui lui est très, comme il est à Harvard, il est très robotique, il est impressionné par tout ce que fait von Neumann, il répond à Bruyère, et Bruyère répond dans l'article, enfin, la réaction de l'article, il publie l'article. Santayana lui écrit et il répond à la lettre de Santayana en disant, où est-ce qu'il est ? Parce que l'autre dit oui, mais regardez, les ordinateurs, c'est merveilleux, ça va nous... Les limites du